Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler ce soir de la boule au ventre qu'on peut avoir avant de monter à cheval? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes me disent dans la méthode SPM, dans l'accompagnement SPM. J'ai la boule au ventre avant de monter, ou j'ai la boule au ventre avant ma leçon, j'ai la boule au ventre avant de faire du saut d'obstacle, avant de sauter. Ça revient assez souvent. J'ai la boule au ventre avant de galoper. Tout ça, ça revient fréquemment. Donc, on va voir tout ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire par rapport à ça. Et on va en voir certains. J'en ai sûrement d'autres techniques que je vais oublier ce soir, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais vous donner celles qui me sont venues à l'esprit par rapport à ça. La première question qu'il faut se poser par rapport à la boule au ventre, c'est est-ce que c'est objectivement justifié? Et le mot objectivement est très important. La boule au ventre, c'est une émotion. Mais il faut sortir de cette émotion pour se demander s'il y a un risque en fait, ou s'il n'y a pas de risque. Parce que la boule au ventre, elle vient d'une sortie de zone de confort. Mais sortie de zone de confort, l'inconscient le considère comme un risque. Mais est-ce que vraiment c'est un risque? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a des personnes qui me disent mon cheval il est super cool, il n'y a jamais de problème. Donc le risque n'est pas justifié. Par contre, d'autres fois, le risque va être justifié. Donc si le risque est justifié, il ne faut pas travailler la boule au ventre. Il faut travailler sur le risque d'abord. Il faut éliminer le risque. Donc ce risque, il peut venir de deux choses. D'abord, il peut venir de votre enseignant. Parce que si votre enseignant vous a fait tomber lors de la dernière séance, que ce soit sur le plat ou à l'obstacle, c'est qu'il vous a poussé trop loin, c'est que votre cheval était mal préparé, donc, ou que vous étiez mal préparé, et donc, votre enseignant, son rôle, c'est de vous mettre en sécurité. S'il ne le fait pas, posez-vous la question. Posez-vous la question, est-ce que vraiment c'est bien de prendre des leçons, si c'est pour tomber ou si c'est pour prendre des risques? Donc, interrogez-vous sur les cours que vous prenez. C'est la première chose. Le deuxième point, c'est le cheval. Donc, est-ce que le cheval est sécuritaire? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire d'abord sur le cheval pour ne plus avoir de danger? C'est ce qu'on fait dans la méthode SPM. On travaille en priorité sur le cheval pour que le cheval ne soit plus dangereux à la monte. Donc, ça enlève déjà un gros poids. C'est la première chose. Parce que pourquoi enlever la boule au ventre si c'est pour se retrouver en danger après? Parce que la boule au ventre, c'est un signal en fait. C'est un signal que le corps nous envoie comme quoi il y a un danger. C'est un signal de l'amygdale en fait, en réalité, d'après les neurosciences récentes. Une fois qu'on a réglé le problème du risque, on va dire que c'est vraiment la priorité. Zéro risque. Et quand je dis zéro risque, c'est zéro risque. C'est pas ouais, mais il y a toujours un risque, tout ça. Non, il y a toujours un risque, évidemment. Si vous faites du concours complet, vous avez un risque. Si vous faites de la course, du steeple chase, vous avez un risque. Forcément, il y a un risque. Mais si vous montez tranquillement votre cheval pour aller vous balader ou pour prendre une leçon tranquillement, vous ne devez prendre aucun risque. Quand on est gamin, ça va, ça passe, mais quand on est adulte, dès qu'on va se blesser, c'est d'arrêt de travail, c'est de l'incapacité de travail, c'est que des problèmes en fait. Et donc, il faut prendre zéro risque et c'est possible, ou tout au moins un risque infime. Et moi, c'est ce que je fais avec mes chevaux. Je prends un risque infime. Et c'est pas question d'être grand cavalier, mauvais cavalier, ça n'a rien à voir. Alors évidemment, mon cheval, il peut tomber, il peut faire un écart imprévu, il peut y avoir plein plein de choses, mais il faut que ça reste infime en fait. Il ne faut pas prendre des risques. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, essentiel, c'est quand on a le boule au ventre, c'est quoi? C'est notre inconscient qui tape au carreau en fait. C'est lui qui contrôle le corps. Donc c'est lui qui provoque cette boule au ventre. C'est lui qui nous dit j'ai peur. C'est en fait ce que j'appelle l'enfant intérieur. Et cet enfant, il a peur. Donc, il tape. Et il tape, c'est pour ça qu'on a la boule au ventre. Donc, tout notre travail va être de le rassurer. Mais pour ça, la première étape, c'est d'accueillir la boule au ventre. C'est le A de ADN. C'est accepter, accueillir. Parce que si on rejette, si on refuse, si on se bat contre, c'est encore pire. On ne veut pas avoir la boule au ventre, on va s'auto-flageller, je ne sais pas quoi.
eh bien, c'est encore pire, parce que c'est à l'intérieur de nous, on ne peut pas lutter contre ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est rassurer. Et rassurer cet enfant intérieur. Et comment on le fait? En se dissociant. Ce n'est pas nous qui avons peur, en fait. C'est notre enfant intérieur qui a peur. Dissocier, le D de ADN. Et ensuite, négocier. Comment négocier? Eh bien, en le rassurant, en lui donnant des gages. J'en parle souvent dans mes vidéos. Cet enfant intérieur, il a des émotions, il a un mal-être, il a des douleurs. À partir du moment où on reconnaît ses douleurs, son mal-être, son manque de confiance, ses émotions, eh bien, on va pouvoir faire des choses pour les faire partir. Parce que c'est pas nous, en fait. Hein. Donc, on va pouvoir agir. Si c'est nous, on ne peut pas agir. On ne peut pas agir sur nous-mêmes. C'est pas possible. On ne peut agir que sur quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, du coup, cette dissociation, elle est super importante. C'est le principe de l'hypnose, mais c'est essentiel. Parce qu'une fois qu'on est dissocié, on n'a plus de problème. Le problème, il est dans notre enfant intérieur. Et donc, si on prend soin de cet enfant intérieur, si on le rassure, eh bien, il va arrêter de taper au carreau. Et donc, il va arrêter de nous poser problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de lui donner des gages. Lui donner des gages, c'est dire, on va faire ça, et ça va bien se passer, et ensuite on arrête. On fait une pause ou on arrête. Et il faut respecter notre parole. Parce que si on ne respecte pas notre parole, notre enfant intérieur, il perd confiance en nous. Il dit, je te crois plus, je te fais plus confiance. Et il bloque tout. Parce qu'il a la capacité de bloquer. L'amygdale, dans le cerveau, a la capacité de nous bloquer. Donc on ne peut pas, c'est la méthode Kaizen, on ne peut pas avancer si l'amygdale nous bloque. Donc il ne faut pas que l'amygdale se mette en route ou se réveille. Quand on a mal au ventre, eh bien, c'est déjà un signe que l'amygdale est en train de se réveiller. Donc il faut vraiment prendre les devants et il faut vraiment rassurer cet enfant intérieur, lui donner des gages. Et des gages, c'est des petits pas faciles, sans problème, qu'on va pouvoir faire, qu'il peut accepter et respecter notre parole en n'allant pas plus loin, tout au moins dans un premier temps. Attendre de voir comment ça se passe et éventuellement aller plus loin après. Mais dans un premier temps, faire des petits pas pour ne pas réveiller l'amygdale et pour que cet enfant intérieur soit rassuré et nous fasse confiance. Parce que si on respecte notre parole, l'enfant intérieur nous fera confiance. C'est comme un petit enfant avec un adulte. Si l'adulte ne respecte pas sa parole, l'enfant perdra confiance et du coup ne croira plus les adultes. Et bien avec notre enfant intérieur, c'est exactement comme ça que ça passe. Ce qui accompagne la boule au ventre, quasiment systématiquement, c'est les pensées négatives. Ça va mal se passer, je risque de tomber, mon cheval va pas être bien, il va être ceci, il va être cela, l'enseignant va être acariâtre, enfin bref, on trouve tout un tas de choses. Entre 60 et 80% de nos pensées sont négatives. Donc ça, c'est normal aussi. C'est pas la peine de se flageller, de s'auto-flageller à cause de ça. C'est normal. 60 à 80% de nos pensées sont négatives, c'est comme ça, c'est physiologique. Parce qu'elles sont là pour nous protéger. Donc, on a besoin de pensées négatives pour imaginer le pire, pour s'en protéger. Il ne faut pas chercher à les éliminer, tout au moins à empêcher de les avoir. Par contre, une fois qu'on les a, on n'est pas obligé de les garder. Et pour ça, il y a une façon de faire qui est le mantra Ho'oponopono. Je vous en ai déjà parlé. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Avec ce mantra, vous parlez à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, ça le rassure. C'est un mantra que vous pouvez vous répéter en boucle dans votre tête et les pensées négatives vont partir. Comme je dis, moi, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et on ne sait pas comment ça vient, ça ne dépend pas de nous. On ne peut pas gérer nos pensées négatives, mais par contre, on peut faire en sorte qu'elles ne s'incrustent pas en nous, en fait. Elles rentrent et elles ressortent. Et le mantra Ho'oponopono est très puissant pour faire ça. Alors ensuite, là je parlais des pensées, mais en fait les pensées, on ne résout pas grand-chose avec les pensées parce que ça ne dépend pas de nous, les pensées. La pensée pense, même quand on ne veut pas penser. Si je vous dis arrêtez de penser, vous n'allez pas tenir longtemps. On ne peut pas arrêter de penser parce que ce n'est pas nous qui pensons en fait. Les pensées viennent toutes seules. On ne sait pas d'où elles viennent. Donc en fait, à pensée positive, je préfère plutôt dialogue positif. Parce que comme je vous ai dit, c'est un dialogue en fait avec notre enfant intérieur. Donc
Un dialogue positif, ça c'est possible. On peut lui parler de façon positive à notre enfant intérieur, d'autant plus qu'il ne comprend pas la négation. Donc, par exemple, on peut lui dire, je te fais confiance, tu sais comment faire, tout va très bien se passer. On va vivre la meilleure séance qu'on n'a jamais vécue à cheval. Et ça, c'est des mots que l'enfant intérieur comprend. Et n'oubliez jamais que c'est lui qui fait le boulot à cheval. Donc, s'il n'est pas rassuré, il ne le fera pas et ça va mal se passer. Parce que quand l'inconscient ne fait pas le travail, c'est le conscient qui le fait. Et là, ça part en vrille. Parce que le conscient, il n'est pas capable. Du coup, il faut que l'inconscient soit dans des bonnes dispositions. Et on peut le mettre dans des bonnes dispositions avec un dialogue avec lui. Il faut l'encourager. C'est ça la clé. En plus, le cerveau ne peut pas avoir deux pensées opposées en même temps. Ça veut dire que ou il pense positivement ou il pense négativement. Mais s'il pense positivement, il ne peut pas penser négativement. Donc, ça c'est intéressant aussi. Ensuite, je vais vous donner un exemple. On va prendre deux rockstars qui doivent monter sur scène. La première dit, ah j'ai mal au ventre, j'ai les mains moites, je transpire, ça va vraiment pas aller, je suis pas bien et tout, c'est pas possible, je peux pas monter sur scène. Le deuxième rockstar va dire, c'est super, j'ai mal au ventre, j'ai les mains moites, je transpire, ça va être génial, je suis super motivé. En fait, ils vivent exactement les mêmes choses, mais ils n'analysent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il y en a un qui considère que c'est de la peur et l'autre qui considère que c'est de l'excitation. Donc vous devez remplacer j'ai peur de par je suis excité à l'idée de faire ça. Et vous ne le verrez plus du tout de la même façon. Si vous pensez j'ai peur, vous aurez peur. Si vous pensez je suis excité, toutes ces manifestations extérieures, le mal de ventre, les mains moites, la transpiration, tout ça, vous allez bien le vivre parce que vous allez le vivre comme de l'excitation qui va vous aider à réaliser ce que vous avez envie de faire. C'est pas du tout la même chose que si vous considérez ça comme de la peur, bien sûr. Un autre point qui n'a rien à voir, et j'en ai pas encore parlé, mais vous doutez bien que je vais en parler, c'est la respiration. La respiration, parce que la respiration, c'est le langage de l'amygdale. Donc vous devez apprendre à respirer consciemment. En fait, en gros, il y a deux types de respiration. Il y a la respiration abdominale qui se fait avec le ventre, qu'il faut apprendre, que vous pouvez utiliser en cas de stress, en cas d'urgence. Vous pouvez l'utiliser à cheval, ça marche très bien. Et puis, posez-vous la question, combien avez-vous de respiration par minute? J'avais fait un live aussi là-dessus. Combien de respirations par minute? Vous devriez pouvoir respirer entre 3 et 6 respirations par minute, c'est-à-dire une respiration toutes les 10 à 20 secondes en fait. Si vous n'arrivez pas à respirer une respiration toutes les 10 secondes, eh bien vous êtes en danger par rapport à votre amygdale. Si vous respirez toutes les 10 secondes, une respiration toutes les 10 secondes, eh bien votre amygdale va se reposer sur vous. Et ça, c'est la clé. La respiration, vous pouvez tout contrôler avec la respiration. C'est de façon mécanique, mais ça fonctionne. Par contre, il faut s'entraîner pour pouvoir respirer à 6 respirations par minute. C'est pas facile, surtout quand on est à cheval. À cheval, vous pouvez faire un petit peu plus parce que faut pas manquer d'air, faut pas se mettre en apnée. Donc, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Mais moi, je monte à cheval à 6 respirations par minute, j'y arrive. Je force un peu, mais j'y arrive. Donc, c'est faisable, 6 respirations par minute. Et ça calme énormément le cheval. Parce que le cheval cale toujours sa respiration sur vous, au final. Donc, si vous respirez à 6 respirations par minute, vous allez calmer la respiration de votre cheval, qui lui respire beaucoup plus vite à la base. Et donc, il va se détendre, en fait. Donc, la respiration, c'est très puissant. Et pour finir, il y a un autre point que je vais vous expliquer, que je travaille avec les personnes dans la méthode SPM, c'est la déshypnose. La déshypnose, c'est quoi? C'est qu'on va partir de l'idée que vous avez la boule au ventre, par exemple, à 8 sur 10. Sur une échelle sur 10, vous avez la boule au ventre 8 sur 10, c'est horrible, ça donne des sensations désagréables, vous ne maîtrisez pas. Eh bien, posez-vous la question, comment serait mon corps si j'étais à 7 sur 10? Et vous vous imaginez à 7 sur 10, juste à 7 par rapport à 8. Qu'est-ce que ça change à 7? Et vous imaginez ça. Et ensuite, vous faites pareil. Si vous étiez à 6
et etc. Et vous descendez jusqu'à zéro pour habituer votre corps à une sensation à zéro en fait. Et ça marche très très bien la déshypnose. Au début, on le fait ensemble, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Quand vous avez compris le principe, vous pouvez le faire tout seul. Et ça, c'est très puissant. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes dans le même cas que moi, de l'aide, que ça soit personnelle ou avec les chevaux ou n'importe, en fait, ben, il y a les outils. Il y a tout ce qu'il faut dans la méthode SPM avec Laurent. C'est, je, je pense que vraiment, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Mais là, il y a vraiment de tout. Il y a sur la nourriture, j'ai appris tellement de choses et je suis tellement heureuse d'avoir appris ça que j'ai vraiment envie de vous faire partager. Il y en a qui me connaissent, qui savent dans la galère que j'étais, que j'ai vécu des choses, mais que je comprends pas pourquoi je les ai vécues. Aujourd'hui, maintenant, je comprends. Je sais, je peux dire, en fait, je peux vraiment poser des mots sur les situations que j'ai vécues.